c'est la foudre. Nous allons vous révéler les découvertes les plus étonnantes à son sujet. Des expériences hors du commun prouvent que les éclairs sont l'un des phénomènes les plus étranges, les plus destructeurs, mais aussi les plus indispensables pour notre planète. Les soirs d'orage, lorsque la foudre zèbre l'horizon. Vous pouvez entendre les coups de tonnerre et observer les énormes décharges d'électricité qui fendent notre atmosphère à 100 000 km par seconde. Ces courants de 100 millions de volts déchirent alors le ciel en libérant une lumière aveuglante. À l'intérieur de ces éclairs, la température avoisine les 30 000 degrés Celsius. L'électricité circule si vite que l'air explose et l'on entend alors un tonnerre assourdissant. Tout cela se produit en un clin d'œil et jusqu'à 8 millions de fois par jour, partout dans le monde. C'est l'un des phénomènes terrestres les plus fréquents et les mieux étudiés. Mais c'est aussi une énigme pour la science. Nous en savons davantage sur les explosions stellaires à l'autre bout de la galaxie que sur le fonctionnement de la foudre, et pourtant elle est juste au-dessus de nos têtes. Aujourd'hui, les spécialistes utilisent tous les moyens à leur disposition pour révéler les caractéristiques inédites de la foudre. Au final, ils ont découvert un phénomène bien plus puissant qu'on pouvait le croire. Ces décharges vont jusqu'à 1 milliard de volts et leur intensité avoisine les 200 000 ampères. On dirait une centrale nucléaire, c'est phénoménal. On sous-estime trop souvent son importance. La foudre fait probablement partie d'un équilibre indispensable qui permet aux êtres humains de vivre sur cette planète. Pour percer le secret des éclairs, nous allons suivre l'un d'entre eux de sa naissance jusqu'à sa mort et au-delà. Rares sont ceux qui ont approché la foudre d'aussi près que Michael Utley. Nous sommes en mai 2000. Michael joue au golf près de chez lui à Cape Cod, dans le Massachusetts. Dans le ciel, un orage se prépare. 30 000 ampères d'électricité descendent dans l'atmosphère à 100 000 km par seconde. La décharge s'abat sur le golfeur. La sirène retentit. C'est la dernière chose dont il se rappelle. Je me souviens de n'avoir repris conscience que 38 jours après l'accident. En moins d'une demi-seconde, sa vie s'est transformée à jamais. Je me suis réveillé dans une ambulance, on m'avait fait une trachéotomie. Je ne pouvais pas parler, on aurait dit Marlon Brando dans Le Parrain. L'infirmier m'a regardé et il m'a répondu « Vous partez en rééducation, vous avez été frappé par la foudre il y a 1 mois. » Michael n'a jamais vu l'éclair dont il a été la victime. Il n'a pas le moindre souvenir de ce terrible accident. À présent, nous allons reconstituer les événements en nous mettant à la place de Michael. Nous allons suivre la trajectoire d'un éclair lorsqu'il traverse le corps humain en détaillant les conséquences désastreuses qu'il peut occasionner. Tout commence au moment de l'impact. La foudre lézarde le ciel. Le courant parcourt tout le corps jusqu'au sol. Le cœur s'arrête. La mort est instantanée. La foudre vous traverse le corps et votre cœur cesse de battre. Vous ne pouvez survivre que s'il y a quelqu'un à côté de vous qui puisse vous réanimer. Vous ne respirez plus, vous n'avez plus de pouls, c'est fini. La réanimation maintient le corps en vie, mais le rythme cardiaque est très irrégulier. Il faut amener la victime à l'hôpital dans les plus brefs délais. Nous sommes aux urgences de l'hôpital universitaire de Chicago. Si vous êtes frappé par la foudre dans cette ville, c'est ici que vous serez pris en charge. Et la première personne que vous verrez sera probablement Marianne Cooper, médecin urgentiste et directrice des recherches sur les blessures liées à la foudre. Lorsque les patients meurent, c'est souvent d'un arrêt cardiaque au moment de l'impact. Le courant se déplace grâce aux circuits électriques naturels du corps humain. Circuit numéro 1, le système nerveux végétatif. Il descend le long de la colonne vertébrale et c'est lui qui contrôle les fonctions inconscientes de l'organisme, telles que la respiration, la digestion et le rythme cardiaque.
Circuits numéro 2 et 3, le sang et les muscles. Ils sont remplis d'électrolytes, c'est-à-dire d'acide, de sel et d'autres éléments chimiques. Ils sont essentiels à la vie, mais ce sont aussi des conducteurs électriques. Ces 3 itinéraires transportent la décharge droit vers le cœur. Grâce à un léger courant électrique, le myocarde assure au cœur un battement régulier. Un choc à haut voltage peut donc causer une arythmie cardiaque ou pire. Et même si vous survivez à cela, il existe encore toute une série de blessures particulières qui peuvent mettre votre corps en danger. La foudre provoque parfois la contraction des vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner une paralysie provisoire de la victime. Lorsqu'on s'intéresse aux extrémités du corps, on constate qu'elles sont froides, bleues et tachetées. On dirait qu'elles sont mortes. J'étais paralysé. Je ne pouvais ni avaler ni parler. Mon corps était littéralement tétanisé. Son système nerveux et ses muscles étaient si endommagés qu'il a dû subir plusieurs années de rééducation. Mais certaines blessures ne se referment jamais. Lorsqu'un éclair atteint la tête, il envoie un courant électrique dans les yeux, ce qui peut détacher la rétine. L'onde de choc peut causer une déchirure des tympans, voire parfois une fracture du crâne. Ces cicatrices en forme de fleurs sont ce qu'on appelle des figures de Lichtenberg. La décharge électrique disloque les vaisseaux capillaires et laisse une trace de son passage dans le corps. On peut voir ces mêmes motifs sur certains parcours de golf, mais les conséquences de la foudre ne sont pas toutes si faciles à repérer. Je ne suis plus le même homme. Je ne suis plus celui que ma femme a épousé avant l'accident. J'ai changé. Avant l'accident, Michael aimait pratiquer toutes sortes de sports extrêmes. Avant, j'étais très doué. Aujourd'hui, quand j'ai bien tous mes repères, je ne m'en sors pas trop mal. Mais c'est très frustrant, car je ne vis plus du tout les choses de la même manière. On peut survivre à la foudre et arborer tous les signes d'une parfaite santé. Mais à l'intérieur, on est faible, on souffre, on a changé. À en croire les médecins, il est presque impossible de comprendre pourquoi. Nombreux sont ceux qui ont été frappés par la foudre et qui ont dû vivre dans cette ignorance. Mais cela ne durera pas. Les scientifiques de l'Université de Chicago ont une nouvelle arme qui va leur servir à traquer les causes de ces symptômes. Le docteur Kistelborn dirige les recherches. Le cerveau de ce patient est parfaitement normal. Là, on voit la matière grise qui est bien délimitée et ici la matière blanche. Tout est symétrique et bien proportionné pour un individu de cet âge. Pourtant, il s'agit de l'IRM d'un homme qui a survécu à la foudre. Il se plaint de troubles de l'attention, d'irritabilité et de perte de mémoire. Mais d'après les résultats, il n'y a rien d'anormal. Ces symptômes seraient-ils purement psychosomatiques? Peut-être pas. Une IRM ordinaire est une photographie du cerveau. Une IRM fonctionnelle correspond davantage à un film. C'est de cette manière que les docteurs vont pouvoir observer les réactions du cerveau. Cette nouvelle IRM va-t-elle nous en apprendre davantage sur ce mal mystérieux? Voyons ce que valent ces nouvelles techniques. Il y a 2 patients. L'un a survécu à un éclair et l'autre est tout ce qu'il y a de plus normal. Les 2 individus effectuent le même test de lecture, très simple. Mais le cerveau de notre victime semble se comporter d'une façon très étrange. Il y a beaucoup plus d'activité dans le lobe temporal gauche. C'est la zone où l'on comprend ce que l'on lit. Là, on voit qu'il n'y a aucune activité dans le lobe frontal gauche, qui est la zone d'expression du langage. L'activité cérébrale de ce patient est à l'inverse de la normale dans toutes les régions qui sont liées à la lecture. Les points rouges montrent que non seulement le patient utilise des parties différentes de son cerveau, mais il dépense aussi beaucoup plus d'énergie pour venir à bout de ce test. Il éprouve beaucoup plus de difficultés que le patient en bonne santé. Mais pourquoi ? Dans un cerveau ordinaire, le courant électrique transporte les informations et les instructions à travers un réseau de neurones. Lorsque le courant atteint l'extrémité d'un neurone, ce qu'on appelle une synapse, elle libère un petit élément chimique, le neurotransmetteur. De l'autre côté de la synapse, un récepteur capture cet élément et le neurone suivant fait passer le message. Mais lorsqu'on est frappé par la foudre, le réseau est endommagé. L'information doit faire des détours. Pour l'instant, le docteur Tullborn et son équipe n'en sont qu'au début de leur recherche. Mais l'IRM fonctionnel les aidera peut-être à isoler et à soigner ces étranges symptômes.
L'éclair emprunte un itinéraire redoutable. Du cerveau au cœur, aucun organe n'est à l'abri. Et pourtant, 90% des victimes de la foudre survivent à l'accident. Michael Utley veut savoir pourquoi. Pour obtenir cette réponse, il va devoir assister à une expérience spectaculaire à l'Institut Lightning Technologies de Pittsfield, dans le Massachusetts. Voilà ce qu'on va faire. On va essayer de savoir de quelle manière la foudre traverse le corps d'un être humain. Andy Plummer, l'ingénieur-chef de projet, travaille au contrôle et à la conception d'équipements anti-foudre. Il compte faire passer 1 million de volts à travers ce mannequin et reproduire ainsi la seconde durant laquelle la vie de Michael a basculé. J'imagine qu'il faut peu d'électricité pour provoquer un arrêt cardiaque. Il suffit de très peu. Même si 90% du courant passe à côté, le reste suffit. L'équipe reconstitue les conditions de l'accident. Michael tenait un putter dont le métal est conducteur d'électricité. Il faisait chaud et l'homme transpirait. Il faut savoir que la sueur est elle aussi conductrice. Ces deux détails ont-ils contribué à sa survie? Bob met un peu de solution saline sur le mannequin pour reproduire la sueur qu'il y avait sur votre corps ce jour-là. Très bien. C'est bon, Bob. Tu peux lancer la charge. 5, 4, 3, 2, 1... La décharge est si rapide que nous sommes obligés de figer l'image au moment du choc. La sueur dirige la majeure partie du courant vers la droite du corps. Le putter métallique permet à l'électricité de rejoindre la terre. La charge électrique est ainsi déviée et n'atteint pas les organes vitaux. L'expérience laisse à penser que si la plupart des victimes ont survécu à la foudre, c'est grâce à certains facteurs extérieurs tels que la sueur ou un simple objet métallique. Apparemment, Michael leur doit sa survie. À présent, il tente de reconstruire sa vie. Aujourd'hui, il a décidé de faire une partie de golf. Et n'utilise plus désormais que son putter fétiche, mais surtout, il ne prend plus de risques. Si je pouvais donner un conseil aux gens, je leur dirais, quand il y a de l'orage, restez entre quatre murs, vous ne serez à l'abri nulle part ailleurs. Nous avons observé la puissance meurtrière de la foudre. Maintenant, il nous faut découvrir quelle est la source de cette force. Pour avoir la réponse à cette question, nous devons rejoindre les régions les plus orageuses du globe et observer les éclairs les plus spectaculaires qui soient. Nous allons suivre l'itinéraire d'un coup de tonnerre à travers l'atmosphère. Nous avons déjà vu ce qui se passe lorsque la foudre se déchaîne. Concentrons-nous sur l'instant qui précède l'éclair. Essayons de comprendre ce qui déclenche ce mystérieux phénomène. Notre voyage passe par une ville qui connaît des orages parmi les plus violents au monde. Il s'agit de Darwin, au nord de l'Australie. En l'espace de quelques heures, on peut y recenser jusqu'à 1600 éclairs. C'est l'endroit idéal pour quiconque veut résoudre l'une des plus fascinantes énigmes de la nature. Qu'est-ce qui déclenche la foudre? Une équipe de recherche internationale tente de trouver la réponse en se servant de satellites et d'avions pour aller au cœur même des énormes orages. La chaleur et l'humidité de l'air indiquent que ce ne sont pas des nuages ordinaires. Ce sont des cumulonimbus. Ils s'élèvent jusqu'à 12 000 mètres au-dessus du sol et ils peuvent se déplacer à 90 km/h. Au-dessus de l'orage, à 21 km d'altitude, presque 2 fois la hauteur des nuages, un avion espion amélioré relève les caractéristiques du cumulonimbus. Car à l'instant même, à l'intérieur de ce nuage, la foudre s'apprête à jaillir. Ce processus rend les scientifiques perplexes depuis des siècles.
Ils pensent que les nuages sont une sorte de générateur électrique géant. À l'intérieur, de petites gouttelettes d'eau se déplacent vers le haut. Elles finissent par geler et retombent en croisant et se frottant contre celles qui remontent. Des particules chargées en électricité passent d'une gouttelette à l'autre. Les molécules d'eau qui étaient électriquement neutres deviennent alors positives ou négatives. Les particules négatives plongent au fond du nuage, tandis que les particules positives remontent. Les charges opposées sont séparées. Lorsqu'elles se rejoignent, cela provoque un éclair. C'est ce que nous apprend la théorie, mais la réalité est bien plus étrange. L'air n'est pas un bon conducteur. L'électricité n'y circule pas facilement. Pour qu'il laisse passer le courant, la structure de ces molécules doit exploser. Cela nécessite des millions, voire des milliards de volts. Les spécialistes scrutent le ciel à la recherche de ces énormes charges électriques, mais même à l'intérieur des nuages, elles restent introuvables. Si l'on examine l'histoire de notre éclair, il y a un chaînon manquant. C'est une énigme qui fascine Joe Dwyer, physicien au Florida Institute of Technology. On a presque honte de parler de la foudre. On l'étudie depuis l'époque de Benjamin Franklin et au bout de 200 ans, on est toujours incapable de répondre aux questions les plus importantes. Comment les éclairs fonctionnent-ils? Qu'est-ce qui provoque la foudre? Comment l'électricité fait-elle pour parcourir toute cette distance entre les nuages et le sol? Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit d'électricité statique. Il est facile de la reproduire chez soi. Je vais enlever mes chaussures. Ensuite, je vais frotter mes chaussettes contre la moquette. Quand je fais ça, le mouvement de friction sépare les charges électriques. La charge positive va d'un côté et la charge négative de l'autre. Les particules se séparent, mais elles sont attirées les unes vers les autres. Ça crée un vaste champ électrique et lorsque les deux polarités se réunissent, on obtient une étincelle. On pense que c'est ce qui se passe dans un nuage au moment de l'éclair. Pour qu'un tel courant traverse cette petite distance, il faudrait près de 25 000 volts. Or, les éclairs peuvent atteindre 20 km de long. Une décharge qui traverserait autant d'air nécessite des millions de volts. Il s'agit de sources électriques extraordinaires que les spécialistes n'ont pas encore décelées. Si l'éclair correspond à l'étincelle, on se demande qui l'a allumé. On a beaucoup de mal à déterminer qui tient ce rôle pendant l'orage. Les orages sont un phénomène dangereux. La foudre est imprévisible par nature. Il est donc impossible de s'en approcher pour effectuer des mesures. Les scientifiques ne peuvent pas venir aux éclairs. Alors, au centre de recherche sur la foudre basé à l'Université de Floride, ce sont les éclairs qui viennent aux scientifiques. En fait, nous allons déclencher des éclairs avec des fusées. On va pouvoir dire à la foudre où et quand elle doit frapper. Joe envoie une fusée vers un nuage chargé en électricité. Prêt à tirer. On arme la fusée. 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Le projectile transporte un fil de cuivre qui va servir de conducteur à la foudre. Ce sont des millions de volts qui surgissent du nuage pour se précipiter vers le sol. Joe se sert des résultats afin de déterminer comment les éclairs peuvent traverser tout cet air. Et c'est dans l'espace qu'il va chercher la réponse à cette question. Dans une galaxie lointaine, une étoile explose. Des millions de particules microscopiques et chargées en électricité sont propulsées à travers l'espace. Ce sont des rayons cosmiques. Leur vitesse avoisine celle de la lumière et ils parcourent des millions de kilomètres, des millions d'années-lumière, avant d'atteindre la Terre. Joe se demande si ce sont ces rayons cosmiques qui permettent aux éclairs de traverser l'air qui nous entoure. À chaque seconde, des milliards de ces particules bombardent notre planète. Elles sont invisibles et inaudibles. Mais lorsqu'un rayon cosmique traverse l'atmosphère, il bouleverse la structure des différentes molécules qui composent l'air. Ce processus engendre des rayons X, des ondes électromagnétiques que nous sommes capables de mesurer. Les rayons cosmiques sont-ils le chaînon manquant dans l'histoire de notre éclair ? Cela ressemble à de la science-fiction.
Même Joe Dwyer pense que c'est tiré par les cheveux. Lorsque nous avons déclenché nos premiers éclairs et que nous avons mesuré les rayons X, je n'ai pas regardé les résultats tout de suite. À vrai dire, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et puis, je me suis assis devant mon écran et j'ai vu qu'il y avait un pic de rayons X au moment même où l'éclair était tombé. Je me suis demandé quelles étaient les chances pour que ces deux phénomènes se produisent en même temps comme ça, par hasard. J'ai regardé l'éclair suivant et là encore, il y avait un pic de rayons X encore plus fort. On a examiné l'éclair d'après, encore un pic, l'éclair suivant, encore un pic. Chaque fois que la foudre est tombée, il y a eu une augmentation des rayons X et selon nos instruments, elle arrive toujours au moment du coup de tonnerre. Joe pense que c'est un indice. Quelque chose transforme la structure moléculaire de l'atmosphère et il s'agit peut-être des rayons cosmiques. Ça fait des siècles que tout le monde pense que les éclairs sont des décharges électriques normales, comme quand mon doigt a touché la poignée de la porte. Et aujourd'hui, on constate que c'est faux. Selon l'hypothèse de Joe, lorsqu'un rayon cosmique touche un nuage, cela provoque une surtension momentanée qui suffit à faire naître l'éclair, mais qui est trop brève pour que nous puissions la mesurer. Le rayon se dirige vers le sol. Les particules arrivent à toute vitesse et heurtent les molécules qui se trouvent dans l'air. Les atomes se séparent. L'espace d'un instant, l'air devient conducteur et permet au courant d'atteindre le sol. Alors, la foudre peut frapper. Un courant électrique négatif surgit en bas du nuage. Il se dirige vers la Terre en un zigzag ultra rapide. Chaque petit virage ne lui prend que 50 millionièmes de seconde. À mesure qu'il s'approche, il provoque un effet particulier sur la terre ferme. Les particules positives du sol sont attirées par la charge opposée. Lors d'un orage, il peut y avoir des douzaines de courants négatifs ou positifs. La plupart ne se rejoignent pas, mais dans le cas contraire, ce sont des millions de volts qui circulent entre le ciel et la terre. La foudre va de bas en haut et inversement. La lumière jaillit au milieu du paysage. Nous voyons l'éclair et nous entendons le tonnerre. Durant les millièmes de seconde qui suivent, toute l'électricité qui est restée dans le nuage s'engouffre dans la faille. L'éclair semble vaciller. On peut considérer que la foudre frappe à plusieurs reprises au même endroit. Et cela arrive 8 millions de fois par jour, soit environ 100 fois par seconde. Si l'hypothèse de Joe Dwyer est juste, les éclairs font partie non seulement des phénomènes les plus répandus de la nature, mais aussi les plus incroyables de notre planète. Si cette théorie est exacte, alors il y a un lien entre les éclairs que nous voyons et les étoiles qui ont explosé à l'autre bout de la galaxie il y a des millions d'années. En moins d'une demi-seconde, nous sommes passés de l'éclair à l'étincelle qui le précède, du coup de tonnerre aux origines de la foudre. À présent, attardons-nous sur ce qui se passe après l'éclair. Nous entrons dans un monde peuplé de boules de feu, d'ovnis et d'étranges apparitions. Nous suivons toujours l'itinéraire d'un éclair. Nous sommes remontés à ses origines et nous avons étudié l'impact lui-même. Maintenant, il nous faut aborder les instants qui suivent le passage de la foudre. C'est un univers fantastique, tout droit sorti d'une BD de science-fiction. Nous sommes le 19 mars 1963. Nous nous trouvons à bord du vol 539 qui relie New York à Washington. Il est minuit 5. L'avion traverse un orage. Soudain, une forte détonation retentit. L'habitacle est envahi par un vaste éclair de lumière. Quelques secondes plus tard, une boule d'énergie bleu clair sort du cockpit. Elle flotte dans l'allée centrale, se dirige vers l'arrière de l'appareil et disparaît. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'avion n'a pas eu la moindre avarie et il a pu continuer son trajet. Mais ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Et ce n'est pas le premier incident de ce genre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains pilotes ont noté la présence de boules de lumière qui suivaient leur appareil. Les Américains les appelaient des Foo Fighters. Pendant des milliers d'années, différentes personnes ont déclaré avoir vu des sphères enflammées. Ils ont pris ces objets pour des fantômes, des messagers divins ou des ovnis. Mais l'incident du vol 539 était différent. Le principal témoin oculaire n'était pas un pilote de chasse sous l'effet de l'adrénaline et encore moins un mystique de l'époque médiévale.
C'était un scientifique qui enseignait dans une université britannique pour le moins prestigieuse. Subitement, les chercheurs se sont penchés sur ces manifestations. Un autre scientifique a vécu une expérience similaire. Il s'agit du spécialiste de physique nucléaire, Graham Hubbler. J'ai vu cet éclair de mes yeux. Je sais que le phénomène existe. Le jeune Graham Hubbler se promène au nord de New York avec sa petite amie. Un orage éclate. Le couple se réfugie sous un kiosque à musique. Nous étions assis là, le kiosque était partiellement ouvert. Et soudain, vers la gauche, nous avons vu cette boule qui s'approchait de nous. Nous étions morts de peur, vous vous en doutez. Nous n'avions pas la moindre idée de ce que cela pouvait être. Lentement, la boule s'approche. Elle devait être à 30 mètres et elle venait doucement vers nous. Elle flottait un coup par-ci, un coup par-là. Nous avions les yeux fixés sur cette chose et pour vous dire la vérité, nous étions incapables de faire le moindre geste. Enfin, ce qu'ils redoutent finit par arriver. La boule entre dans le kiosque. Elle plonge et roule au pied du couple en émettant un son étrange. Elle faisait le même bruit qu'une allumette que l'on vient de traquer. Après avoir traversé le kiosque, la sphère remonte et sort de l'abri. Elle est remontée à 2 mètres du sol. Elle a parcouru 5 ou 10 mètres à l'air libre. Ensuite, elle est retombée très brutalement par terre avant de s'éteindre sans faire le moindre bruit. Après cet incident, Graham Hubbler restera fasciné par la foudre en boule. Il rassemble des milliers de témoignages. Nombreux sont ceux qui ont croisé le chemin de ces foudres globulaires. Ils les ont vus tomber du ciel, exploser, tournoyer, flotter et bondir. Certains affirment qu'elles peuvent traverser les objets sans laisser la moindre trace. Il n'existe aucune hypothèse recevable qui puisse expliquer ce prodige. Certaines théories peuvent donner l'origine d'un ou deux des cas répertoriés, mais aucune ne parvient à recouper tous les incidents. Voici quelqu'un qui a étudié tous les témoignages et toutes les théories. Il s'agit du physicien Mark Stanoff. Lorsqu'il s'agit de foudre en boule, il y a autant d'hypothèses que de scientifiques. Mais tout le monde s'accorde sur un point. Ces sphères sont probablement faites de plasma. Le plasma est la forme de matière la plus répandue dans l'univers. Le soleil, le feu, les éclairs, les nébuleuses qui séparent les étoiles, toutes ces choses sont à base de plasma. Il n'est pas très difficile de le reproduire. Il suffit de faire passer un courant électrique à travers un gaz et on obtient automatiquement de la lumière. Mais s'il y a vraiment des boules lumineuses qui se déplacent toutes seules, aucun scientifique n'a jamais été en mesure d'en donner la cause. À partir du moment où l'on se retrouve face à quelque chose que l'on ne peut pas expliquer, surtout aussi étrange que celle-là, les gens ont tendance à abandonner toute logique et à préférer des hypothèses qui sont du domaine du surnaturel. Selon l'une des théories les plus logiques, la foudre en boule serait issue d'un phénomène rare qu'on appelle foudre en collier. Sur ces images, on peut voir un éclair se dissiper en plusieurs morceaux, à la manière d'un collier de perles. D'après certains scientifiques, la foudre en boule serait en fait l'une des perles de ce genre d'éclair. Mais il y a une contradiction. D'après les témoignages, les foudres globulaires durent plusieurs minutes. Or, ces perles d'éclair disparaissent en moins d'une demi-seconde. Nous ne savons absolument pas comment une telle sphère pourrait subsister plusieurs secondes dans notre atmosphère. Certes, le plasma fournit énormément d'énergie, mais cela n'explique pas pour autant la durée du phénomène. Si la foudre en boule n'est pas une partie d'un éclair, elle en est peut-être la conséquence. Regardez cette pierre étrange. C'est la trace laissée par un coup de tonnerre. La foudre frappe le sable. La chaleur et l'électricité se dispersent dans le sol. Sur leur passage, la matière se vitrifie et forme un tuyau solide. Le résultat est une sorte de verre naturel qu'on appelle fulgurite. On en trouve parfois jusqu'à 500 mètres de profondeur. Lorsque le tube prend forme, une certaine quantité de poussière est projetée dans l'air. Voici une explosion qui reconstitue le phénomène. La poussière pourrait-elle être la clé de ce mystère vieux de plusieurs siècles ? Les expériences en laboratoire le prouvent.
une boule de poussière peut maintenir sa forme et s'allumer en présence d'une charge électrique. Cela expliquerait l'histoire de Graham Hubler, mais pas celle du vol 539. Il est difficile d'imaginer toutes ces interactions chimiques qui peuvent se produire à l'intérieur d'un avion. À ce jour, ces apparitions restent un mystère. Mais si la science en perce un jour le secret, cela pourrait être bien plus qu'une curiosité scientifique. Derrière cette énigme se cache peut-être une toute nouvelle source d'énergie. Ces sphères renferment de l'énergie. Le simple fait de briller nécessite déjà une certaine quantité d'électricité. Et si nous arrivions un jour à canaliser cette énergie, qui sait ce que nous pourrions en tirer ? L'existence de la foudre en boule ne fait aucun doute. Soit il s'agit d'un événement qui répond aux lois actuelles de la physique et que nous ne sommes pas encore parvenus à expliquer, soit c'est un processus entièrement nouveau. Ce serait fascinant. Cela nous ouvrirait les portes de nouvelles technologies. Ce serait une véritable avancée pour la science. Cette énigme est loin d'être résolue. Et ce n'est pas le seul phénomène étrange qui se produise au moment où la foudre tombe. Si l'on regarde au-dessus des nuages, le mystère s'épaissit encore. Regarde, qu'est-ce que c'est? T'as vu ça? En suivant l'itinéraire d'un éclair, on finit par atteindre les frontières de la science. Mais ce n'est que le début. Quelques secondes après le coup de tonnerre, loin au-dessus des nuages, on peut observer une chose très étrange. Nous sommes le 6 juillet 1989. Quelques physiciens de l'université du Minnesota testent leur nouvelle caméra infrarouge. Ils comptent s'en servir pour filmer leur fusée en haute altitude. C'est alors qu'ils dirigent inopinément l'objectif vers l'est pour filmer les étoiles et un orage au loin. Lorsqu'ils rembobinent la cassette, quelque chose attire leur attention. Deux objets lumineux en forme d'entonnoir surgissent dans la nuit. Ils durent à peine quelques millièmes de seconde. D'après les calculs des témoins, ces formes sont à 30 km au-dessus des nuages et elles mesurent 20 km de haut. Par un hasard incroyable, ils ont réussi à filmer un phénomène scientifique encore inconnu. Depuis son laboratoire de recherche à l'université de Duke en Caroline du Nord, le professeur Steve Kummer poursuit ses curieux spectres. C'est très enthousiasmant de travailler sur quelque chose que personne n'avait encore observé. On a du mal à croire que ces formes ont toujours été là sans que personne ne s'en rende compte. On voit deux piliers de lumière vaciller au-dessus de l'orage. Qu'est-ce que cela peut être ? Partout dans le monde, les spécialistes de la foudre sont partis sur la piste de ces lumières. Ils n'ont pas eu à chercher bien loin. Les scientifiques ont visionné des centaines d'heures de vidéos provenant des caméras embarquées sur les navettes spatiales. À leur grande surprise, ils ont recensé des dizaines d'apparitions similaires jamais identifiées auparavant. Alors les caméras infrarouges se sont braquées vers le ciel. Les avions ont survolé les orages à haute altitude. Très vite, des milliers de cas ont été recensés. On a tous été surpris par la fréquence de ces phénomènes. Parfois, on cherche à capturer une chose en particulier et on finit par recenser des milliers de cas différents. Les scientifiques leur ont donné le nom de farfadets, à cause de leur aspect fantomatique et insaisissable. On dirait qu'ils dansent au-dessus des nuages. Ils surgissent par groupes de 2 ou 3 et ne sont visibles que pendant 5 millièmes de seconde. Les chercheurs de l'université d'Alaska Fairbanks estiment que ces formes apparaissent à une altitude de 40 à 95 km et qu'elles peuvent atteindre 50 km de largeur. D'après les observations, on peut considérer que les farfadets sont liés aux éclairs. Mais quelle est la nature de ce lien ? Dans un champ en Caroline du Nord, on trouve une antenne qui relève les signaux radio émis par les coups de tonnerre. Steve Kummer l'utilise pour analyser les sons provoqués par chaque éclair. Cet appareil est si sensible qu'il peut détecter en temps réel les points d'impact de la foudre aux 4 coins de notre planète. Chacun de ces pics correspond à une onde radio et chaque onde radio vient d'un éclair qui est tombé quelque part sur Terre. Steve se sert de ces données pour calculer la taille des éclairs. Il effectue des regroupements avec les farfadets observés depuis les stations de recherche. Une
une certaine tendance se dessine. Les farfadets apparaissent durant les quelques fractions de secondes qui suivent le coup de tonnerre, mais seulement si l'éclair est assez puissant. D'après Steve, une telle décharge d'énergie provoque des perturbations dans les couches supérieures de l'atmosphère. Sur cette vidéo, nous observons les images de farfadets les plus nettes qu'on ait jamais tournées et elles confirment l'hypothèse de notre spécialiste. À 70 km d'altitude, la charge électrique augmente l'espace d'un instant. Cela déclenche une immense lueur. Des millions de particules chargées en électricité se dispersent à 10 millions de mètres par seconde. Les farfadets font généralement 60 km de haut. Le bas est à environ 40 km d'altitude et le haut est à 95 ou 100 km. Ces apparitions peuvent être de tailles et de formes différentes. Certaines d'entre elles, appelées bombas, peuvent atteindre 80 km de diamètre. D'autres, plus filiformes, ont une largeur d'à peine 1,5 km et sont connues sous le nom de mini-farfadets. 5 ans après la découverte du premier spécimen, les chercheurs de l'université d'Alaska Fairbanks sont partis à la recherche de phénomènes similaires. Ils ont scruté le ciel au-dessus des plus gros orages en utilisant des caméras infrarouges ultra sensibles. Ils ont ainsi obtenu les premières images en couleur. Ce fut une surprise extraordinaire. Qu'est-ce qui provoque ce si beau spectacle? À chaque découverte, de nouvelles questions se posent. Ils sont insaisissables et imprévisibles. Nous ne pouvons pas les observer de près. Earl Williams, chercheur au MIT, a donc décidé de fabriquer son propre spécimen. Il appelle ça « mettre un farfadet en bouteille ». Nous sommes dans une imprimerie désaffectée à Brockton, dans le Massachusetts. Le scientifique et son équipe utilisent un tube de plexiglas, un vieux volant de voiture et tout leur savoir-faire. Ils recréent les conditions de l'atmosphère à 80 km d'altitude. Ça, c'est un beau farfadet. Au départ, notre tube est rempli d'air et la pression est la même qu'au sol. Grâce aux pompes aspirantes qu'il y a sous la table, on réduit la quantité d'air afin de reproduire la pression atmosphérique qu'il y a à 80 km de hauteur. En faisant passer un courant électrique dans le cylindre, les chercheurs obtiennent un superbe éclairage. C'est le même principe qui fait fonctionner les lumières de Las Vegas. Le néon qui se trouve dans ces tubes est invisible, mais lorsque l'électricité le traverse, on peut voir une lumière colorée. Notre atmosphère se compose en majeure partie d'azote. C'est pourquoi lorsqu'on se trouve au sol, les courants électriques émettent une lumière blanche. Mais si la pression change, la couleur change avec elle. À 80 km au-dessus de la Terre, la pression est bien plus basse et l'azote produit une lumière rouge. Plus le farfadet s'approche de la Terre, plus la pression monte et sa couleur vire au violet, puis au bleu. Dans le ciel, ces apparitions durent à peine 5 millièmes de seconde. Mais avec son farfadet en bouteille, Earl peut étudier à loisir l'énergie qui donne naissance à ces formes célestes. Mais même dans l'enceinte d'un laboratoire, il est difficile de les contrôler. C'est bon, on va laisser passer l'air. J'en veux un maximum. Ah, c'est beau! C'est très beau. J'aime beaucoup ces espèces de disques. Les farfadets sont très vifs, comme vous pouvez le voir. On obtient des mouvements très énergiques à l'intérieur du tube. Ça bouge dans tous les sens, c'est très instable. C'est superbe, regardez. Ce dispositif permet à Earl d'explorer le monde secret des farfadets. Je n'avais encore jamais vu ça. Certains indices peuvent laisser croire qu'il existe des phénomènes encore plus étranges. Les spécialistes des farfadets s'attendent à toutes sortes de surprises. Mais même eux n'auraient pas pu prévoir ceci. Wow, t'as vu ça? C'était magnifique. Nous sommes à Porto Rico en 2001. Une lumière bleue jaillit du sommet d'un nuage et monte jusqu'à 75 km d'altitude. D'autres témoignages le confirment, il ne s'agit pas d'un farfadet. L'objet se déplace vers le haut et non vers le bas. Et il part du nuage et non du milieu de l'atmosphère. C'est un phénomène entièrement nouveau.
Quand j'ai vu les images, je les ai trouvées extraordinaires. Je me demandais ce que ça pouvait bien être. Ces jets bleus sont un véritable mystère. Personne n'en connaît l'origine. Et ça ne s'arrête pas là. Il existe des spécimens encore plus rares. On les appelle les elfes. Certains éclairs génèrent un halo de lumière horizontale à 95 km au-dessus du sol. La lumière s'étend très rapidement sur un diamètre de 400 km. Il suffit qu'on aille dans une nouvelle région du monde ou qu'on essaie un nouvel instrument et dès qu'on observe le ciel au-dessus des orages, on trouve quelque chose d'entièrement nouveau. Les farfadets, les jets bleus, les elfes semblent tout droit sortis d'un conte de fées. Mais ces choses sont-elles aussi inoffensives que leur nom l'indique? Que se passerait-il si on croisait leur chemin? Les pilotes d'essai de la NASA ont l'habitude de traverser les orages. C'est un parcours mouvementé, mais totalement sûr. Les avions modernes sont conçus pour résister à la foudre. Le courant longe l'appareil et va rejoindre le sol. Mais si les éclairs ordinaires ne sont pas plus épais qu'un crayon, les phénomènes monstrueux qu'ils engendrent au-dessus des nuages peuvent atteindre jusqu'à 400 km de diamètre. Les avions volent à la même altitude que les jets bleus et les navettes spatiales passent au même niveau que les farfadets et les elfes. Que se passerait-il si un appareil traversait l'un de ces objets célestes? Ça fait partie des questions auxquelles nous essayons de répondre. On cherche à savoir ce qui se passe à l'intérieur de ces choses et si elles constituent un danger pour les avions qui voyageraient aux mêmes altitudes. Jusqu'ici, il n'y a apparemment jamais eu d'accident lié à un farfadet, à un jet bleu ou à un elfe. Mais les recherches continuent et le risque est toujours envisageable. Ces mystérieux compagnons de la foudre habitent un monde que nous ne faisons qu'entrevoir. Ils sont trop hauts pour être examinés via des montgolfières ou des avions et ils sont trop bas pour être observés par satellite. Ces altitudes sont semblables aux profondeurs des océans. Personne ne sait quelles créatures inconnues s'y cachent encore. On a appris tant de choses durant ces 15 dernières années. Ça ne m'étonnerait pas le moins du monde si d'autres découvertes nous attendaient encore à l'avenir. Nous avons suivi l'itinéraire d'un éclair à travers l'atmosphère terrestre. Nous avons observé son impact au sol et l'effet qu'il produit au-dessus des nuages. À présent, nous partons dans l'espace afin de savoir pourquoi notre vie quotidienne dépend de la foudre. Nous connaissons tous ces courants électriques depuis leur naissance jusqu'à leur destruction et bien plus encore. Mais c'est dans l'espace que se trouve la dernière étape du voyage d'un éclair. Remontons à l'époque de la guerre froide. Le gouvernement américain a mis en place un projet top secret, nom de code Starfish Prime. La mission a pour objectif de déterminer les effets d'une guerre atomique dans l'espace. Le 9 juillet 1962, une tête nucléaire de 1500 tonnes explose à 400 km au-dessus de l'océan Pacifique. L'explosion a eu lieu dans une zone de radiation naturelle, la ceinture de Van Allen. Cela ressemble à deux beignets géants qui entourent la Terre. Cette ceinture est remplie de particules radioactives, ce qui représente un danger pour les astronautes et les satellites. Depuis la base Goddard, le centre de vols spatiaux de la NASA près de Washington, Jim Green observe les radiations de cette ceinture. C'est une région assez dangereuse. Les particules se déplacent si vite qu'elles peuvent traverser la peau, la chair et les fibres. Elles peuvent même traverser les engins spatiaux et endommager les circuits les plus fragiles. C'est à cause de cela que certains de nos satellites ne fonctionnent plus une fois dans l'espace. Entre les deux cercles qui forment cette ceinture, il y a une zone où les radiations sont plus rares. C'est dans cette région que l'on trouve les satellites privés car ils y sont à l'abri de toute particule néfaste. Cependant, la mission Starfish Prime a envoyé une énorme quantité de radiation dans cette zone intermédiaire. Le taux de radioactivité explose. Les satellites cessent de fonctionner. Mais quelques semaines plus tard, il n'y a plus de radiation dans l'espace qui sépare les deux ceintures. Les scientifiques de la NASA n'en reviennent pas. La zone est revenue à son état normal. Comment est-ce possible ? Depuis cet événement, nous essayons de savoir pourquoi les radiations disparaissent dans cette partie de notre orbite. Très vite, les chercheurs font une découverte. On apprend que lors des orages magnétiques,
Le Soleil propulse des particules radioactives dans l'espace. Lorsqu'elles arrivent aux abords de notre planète, elles remplissent toute la région qui sépare les deux ceintures. Puis, inexplicablement, la zone se vide de toute radiation. Mais l'effet n'est pas immédiat. C'est un détail important. D'autant que la force qui chasse les particules radioactives semble être plus efficace à certaines époques. Le phénomène est plus intense du côté où il fait jour par rapport au côté où il fait nuit. Il est aussi plus efficace l'été que l'hiver. Tout indique que le Soleil est responsable de ce processus. Mais en 2004, Jim Green feuillette un magazine, lorsqu'un article sur la répartition des éclairs attire son attention. À partir de là, tout va changer. Je n'avais pas la moindre idée de la répartition géographique des éclairs. Et quand j'ai vu ces cartes, j'ai tout de suite voulu lire l'article. Il remarque que les éclairs ont les mêmes propriétés que la zone qui se trouve entre les deux ceintures de Van Allen. Ils sont plus fréquents sur Terre que sur mer, ils frappent davantage le jour que la nuit et sont plus nombreux en été qu'en hiver. Tout concorde parfaitement. C'est à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que le phénomène devait avoir une explication d'origine terrestre. Et la seule chose qui pouvait avoir des conséquences sur l'espace, c'était la foudre. Mais comment les éclairs qui frappent notre Terre pourraient affecter la ceinture de Van Allen, 7000 km plus haut? Les éclairs bouleversent les molécules présentes dans l'air. La lumière et le bruit ne sont pas leur seule manière de se manifester. Ils émettent également des ondes radio. Lorsque vous allumez votre poste et qu'il y a un orage dans la région, vous entendez des interférences. Mais si vous utilisez un récepteur à large bande, vous entendez bien davantage. Ce sifflement étrange provient des éclairs qui voyagent dans l'espace. Ce que l'on entend, ce sont les ondes produites par la foudre. Elles émanent d'éclairs qui sont tombés à des centaines de kilomètres. Elles se sont dispersées jusqu'ici et notre antenne les a captées. Le scientifique en déduit que ces ondes sont le chaînon manquant entre les éclairs qui tombent dans l'atmosphère et les phénomènes qui se déroulent dans la ceinture de Van Allen. On ne se doutait pas une seconde que la Terre avait une telle influence sur l'espace. En 2005, Jim et son équipe de chercheurs ont élaboré une théorie sans précédent. Moins d'une seconde après l'impact de l'éclair, l'onde radio de la foudre atteint la ceinture de Van Allen. À ce moment-là, elle entre en contact avec les particules radioactives. L'onde repousse les radiations hors de la région intermédiaire. La radioactivité retombe et la zone retourne à son état normal. Dans le passé, on a toujours considéré la foudre comme un phénomène destructeur. Or, je crois que nous commençons tout juste à en percevoir les nombreux effets bénéfiques. Si son hypothèse est juste, alors sans la foudre, les radiations envahiraient toute la ceinture de Van Allen. Les satellites tomberaient définitivement en panne, ce qui nous priverait de nombreuses technologies. Les réseaux de communication, les systèmes de navigation, les téléphones portables, Internet, la télévision, tout cela s'arrêterait brutalement. La vie telle que nous la connaissons serait au point mort. Si demain il n'y avait plus d'éclairs, les conséquences sur notre vie quotidienne seraient dramatiques. La foudre fait probablement partie d'un équilibre indispensable qui permet aux êtres humains de vivre sur cette planète. La foudre. Pendant des millions d'années, elle a hanté nos pires cauchemars et semé la peur dans nos civilisations. À présent, nous n'avons jamais été aussi près d'en dévoiler tous les secrets. Et plus nous en apprenons sur elle, plus elle nous surprend. Ses origines sont peut-être loin de la Terre. Elle adopte des formes étranges et elle crée de surprenants spectacles dans le ciel. Elle est à la fois destructrice, magnifique et essentielle à notre vie quotidienne. Tel est l'incroyable itinéraire d'un éclair. Il peut traverser le ciel comme les organes du corps humain. Il est à la fois une source de vie destructrice et créatrice. Tout cela en l'espace d'un battement de cils.